Très haut au-dessus de la mer Rouge, les Houthis ont tenté un coup audacieux, tiré sur ce qu'ils pensaient être une cible facile des États-Unis. Mais ce n'était pas un appareil ordinaire, c'était de la technologie américaine de premier ordre. Ce qui a suivi fut une riposte rapide et écrasante. Cette erreur unique a peut-être changé le cours des événements, ébranlé leur confiance et inversé la dynamique dans un conflit qui s'intensifie depuis des années. Alors, que s'est-il réellement passé lors de cette rencontre fatidique? Quel type d'hélicoptères ont-ils visé? Et pourquoi cet événement est-il devenu une leçon militaire mondiale sur l'échec tactique? Rejoignez-nous pour découvrir comment les Houthis ont attaqué le mauvais hélicoptère américain et les énormes conséquences qui ont suivi. Aux premières heures du matin du mois de décembre 2024, vers 6h30, 2 hélicoptères MH-60R Seahawk de la marine américaine, des appareils multirôles avancés lancés depuis les porte-avions USS Eisenhower et USS Gravely, survolaient un convoi naval pour assurer sa protection dans les eaux tendues du sud de la mer Rouge. Jusqu'à ce moment-là, la patrouille était calme, presque routinière. Mais ce calme ne durerait pas. À l'insu des pilotes des Seahawks, un groupe de vedettes rapides opéré par les Houthis, une milice soutenue par l'Iran et basée au Yémen, suivait silencieusement le convoi près de la ville portuaire d'Al-Hudaïda. Leur cible, un navire commercial de grande valeur. Ce n'étaient pas de simples pirates. Les Houthis sont connus pour utiliser des tactiques navales de type guérilla, mêlant embarcations rapides, drones et missiles guidés, souvent fournis ou modifiés avec la technologie iranienne. Soudain, le silence fut brisé. Les Houthis lancèrent une attaque coordonnée, tirant une salve de roquettes guidées et arrosant de tirs de mitrailleuses le Maersk Hangzhou, un immense porte-conteneurs battant pavillon de Singapour. Le navire naviguait en eaux internationales, à environ 55 milles nautiques au sud-ouest d'Al-Hudaïda, précisément dans une zone surnommée le goulot d'étranglement de la mer Rouge, l'une des voies maritimes les plus fréquentées et les plus vulnérables au monde. Leur plan était dangereusement simple: submerger le navire avec des vedettes rapides, monter à bord, avant que l'équipage n'ait le temps de réagir et prendre le contrôle. Cette tactique, appelée manœuvre en meute de loup, vise à saturer une cible par le nombre et le chaos. Ce qui rendait la situation encore plus inquiétante, c'est que le Maersk Hangzhou ne transportait pas seulement des biens de consommation. On pense qu'il acheminait également des composants critiques pour les chaînes d'approvisionnement mondiales en technologie. Fait intéressant, les hélicoptères Seahawk MH-60R utilisés pour défendre ce type de navire ne sont pas seulement armés de torpilles et de missiles. Ils sont également équipés de capteurs sophistiqués capables de détecter des menaces à la surface, dans les airs et sous l'eau, comme des embarcations camouflées dans l'ombre radar ou des mines sous-marines. Le radar ANAPS 153 des Seahawk peut suivre des dizaines de cibles rapides en même temps, distinguant même de petits bateaux des vagues océaniques. Cette embuscade n'était pas un simple acte de piraterie. Elle illustrait une tendance inquiétante: la militarisation croissante des acteurs non étatiques en mer. Il y avait toutefois un gros problème. 2 hélicoptères de la marine américaine étaient déjà en vol, se dirigeant droit vers la zone de danger. Et ce n'étaient pas n'importe quels hélicoptères, c'étaient des MH-60R Seahawks, les appareils de référence de la Navy pour traquer les sous-marins, scanner les mers et répondre aux menaces imprévues. Ils avaient décollé de 2 bâtiments puissants, le porte-avions USS Dwight D. Eisenhower et le destroyer lance-missiles USS Gravely. Leurs indicatifs radio, Lancé 71 et Lancé 72, des noms dignes d'un roman de Tom Clancy à juste titre. Au départ, la mission était assez banale: surveiller les navires proches, assurer la sécurité, vérifier tout comportement suspect. Rien d'inhabituel. Mais tout a changé en une fraction de seconde. Au lieu d'une simple patrouille, ces Seahawks se sont soudainement retrouvés face à une urgence maritime réelle, une tentative de prise d'assaut hostile sur un cargo escorté par les États-Unis, le Maersk Hangzhou. Et ce n'était pas n'importe quel navire de fret.
Le Maersk Hangzhou fait partie de la flotte Maersk Line, l'une des plus grandes compagnies maritimes du monde, transportant chaque année des milliards de dollars de marchandises à travers les océans. Quand la situation a dégénéré, l'équipage du navire a rapidement lancé un appel de détresse, et c'est là que les choses sont devenues très sérieuses. Le Hangzhou n'était pas sans défense. À bord se trouvait une petite équipe de sécurité privée de l'entreprise Trident Group, une société fondée à la fin des années 2000 par d'anciens Navy SEALs pour protéger les navires contre les pirates, notamment dans les eaux dangereuses au large de la Somalie. Ces équipes de sécurité n'ont pas le droit de transporter des armes lourdes comme des canons navals ou des missiles. Les membres de Trident Group étaient équipés seulement de carabines M4 et d'une seule mitrailleuse, M240. Les assaillants, des rebelles Houthis, arrivant à grande vitesse dans des vedettes, lourdement armés, probablement avec des lance-roquettes et des mitrailleuses montées. À environ 6000 nautiques, soit environ 11 km, de la cible, l'équipe de sécurité est passée à l'action, prenant position sur le pont, se préparant à un échange de tirs. C'était un moment critique où chaque seconde comptait. Ce qui avait commencé comme une surveillance banale s'était transformé en un affrontement potentiellement mortel. Les Houthis n'étaient pas seulement armés, ils disposaient d'un arsenal redoutable. Ils transportaient des lance-roquettes avec ogives thermobariques, extrêmement meurtrières car elles génèrent une onde de pression massive qui aspire l'oxygène avant de l'enflammer, une explosion sous vide enflammée. Ils étaient également équipés de mitrailleuses PKM à alimentation par bande, une arme soviétique réputée pour sa portée et sa fiabilité brutale en conditions extrêmes. Tout cela leur donnait un net avantage sur le navire marchand qui n'avait quasiment aucun moyen réel de se défendre. En quelques minutes, les vedettes Houthi allèrent se placer juste à côté du cargo, prêtes à l'aborder, probablement avec violence. Mais les renforts arrivaient déjà. 2 hélicoptères MH-60R Seahawk de la marine américaine répondirent instantanément dès qu'ils reçurent le feu vert. Ces appareils sont équipés de radars avancés, de missiles Hellfire et même de torpilles, bien qu'ils soient habituellement utilisés pour traquer les sous-marins. Mais cette fois, ils fonçaient vers une bataille en surface. Ils filaient dans le ciel à 160 nœuds, environ 285 km/h, pour couvrir la distance de 26 000 nautiques qui les séparait du navire en danger. Mais même à cette vitesse, il leur faudrait environ 9 minutes pour arriver. Et les Houthis, eux, n'avaient besoin que de 4 à 5 minutes pour atteindre et potentiellement prendre le contrôle du navire. Cela signifiait que les pilotes devaient agir vite et frapper fort avant qu'il ne soit trop tard. À exactement 6h31, leurs radars s'illuminèrent. 4 vedettes rapides se rapprochaient dangereusement du Maersk Hangzhou. Et ce n'était pas n'importe quel bateau. C'étaient des vedettes rapides de type Boghamar fournies par l'Iran, petites, rapides et mortelles. À l'origine, un type de bateau civil suédois, les Boghamar ont été reconvertis par l'Iran dans les années 80 pour combattre les forces navales irakiennes pendant la guerre des pétroliers. Ce sont des embarcations compactes, capables d'atteindre jusqu'à 50 nœuds, soit près de 60 km/h sur l'eau. Et elles arrivaient vite, en formation serrée, dans le but de submerger les défenses. Ces bateaux sont souvent équipés de mitrailleuses lourdes, de lance-grenades, voire de petits systèmes de missiles. Et à cause de leur vitesse et de leur taille, ils sont notoirement difficiles à toucher. Avec seulement quelques secondes devant eux, les pilotes des Romeo ont commencé à coordonner une frappe de précision capable de neutraliser les vedettes avant que les Houthis n'atteignent le flanc du navire. Les Boghamar, rapides et lourdement armés, transportaient chacun environ 3 ou 4 combattants Houthis prêts au combat. Ils étaient équipés d'un armement sérieux, mitrailleuses PKM, fusils d'assaut AK-47 et RPG, mais pas n'importe lesquels, des TB-14 thermobariques, un vrai changement de donne. Ces RPG sont conçus pour percer jusqu'à 300 mm de blindage homogène laminé, le même type utilisé sur les chars d'assaut. Pour donner un ordre de grandeur, c'est l'équivalent d'un énorme boulet de canon à haute puissance visant un blindage de char. Maintenant,
imaginez la coque d'un navire commercial massif, comme le Maersk Hangzhou. Elle ne fait qu'environ 25 mm d'épaisseur, plus mince que certains métaux utilisés dans les coffres-forts de banque. Et ces vedettes rapides n'arrivaient pas à l'aveuglette. Elles étaient équipées de terminaux satellites Starlink. Ce n'était pas une attaque ordinaire. Elles transmettèrent des vidéos en direct et des données vers les centres de commandement Houthis situés à Hodeidah, une ville côtière sous leur contrôle. C'était comme s'ils avaient des yeux dans le ciel. Des drones bourdonnaient au-dessus, transmettant en direct les déplacements du navire. Ajoutez à cela des guetteurs postés le long de la côte et des unités de commandement suivant toute l'opération, et c'était comme un jeu vidéo en haute tension, coordonné depuis plusieurs angles. La stratégie n'était pas du chaos aléatoire. Elle suivait le manuel de guerre naval iranien, notamment ses célèbres « tactiques d'essaim ». Cette méthode consiste à submerger de grands navires lents par une multitude de petites embarcations rapides attaquant simultanément de plusieurs directions. C'est une méthode que l'Iran pratique depuis des années dans le golfe Persique avec des vedettes rapides bon marché et surarmées. Même si le Maersk Hangzhou était un cargo civil, il n'était pas totalement sans défense. Lorsque les bateaux ennemis se rapprochèrent, à environ 1800 mètres, soit un peu plus d'1 kilomètre, l'équipe de sécurité du navire entra en action. Elle ouvrit le feu avec des mitrailleuses M240 Bravo, montées dans des positions renforcées à l'arrière et sur le côté gauche du navire. Ces armes de 7,62 mm, alimentées par bande, sont largement utilisées par les forces de l'OTAN et peuvent déclencher un barrage meurtrier de balles. Dans un affrontement haletant, l'équipe de sécurité réussit à endommager l'un des bateaux ennemis, mais elle ne put arrêter les 4. En seulement 47 secondes, les vedettes attaquantes n'étaient plus qu'à 600 mètres et se rapprochaient rapidement. À chaque seconde, la menace d'un tir de RPG devenait plus pressante, rendant la situation encore plus dangereuse. L'équipage devait agir rapidement. L'un des bateaux ennemis fut gravement touché. Son gouvernail fut complètement détruit par les tirs de suppression du navire, le mettant temporairement hors d'état de nuire. Mais juste au moment où la situation semblait tourner à l'avantage du navire, le tireur RPG du deuxième bateau ouvrit le feu et la roquette passa dangereusement près, à seulement 3 mètres de la superstructure du navire. C'était la partie la plus critique du bâtiment. La superstructure, qui s'élève au-dessus du pont principal, contient les salles de contrôle vitales pour la navigation et la coordination de la défense. Si elle était touchée, le navire pourrait perdre toute capacité à manœuvrer ou à organiser une défense, le rendant vulnérable à une attaque totale. Alors que les vedettes ennemies stationnaient à 600 mètres, prêtes à lancer leur frappe finale et potentiellement mortelle, la tension était insoutenable. La sécurité du navire semblait sur le point d'être dépassée. Mais c'est à ce moment-là que les renforts arrivèrent. Les hélicoptères Seahawk, héros méconnus des opérations navales, foncèrent dans la bataille. Ces hélicoptères, connus pour leur vitesse et leur précision létale, arrivèrent au moment parfait. La défense acharnée du navire avait maintenu les assaillants à portée, permettant aux pilotes de Seahawk de neutraliser la menace avant qu'elle n'aille plus loin. Ce délai donna juste assez de temps aux lancers 71 et 72 pour combler la distance, et à 21 minutes avant 7 heures, il n'était plus qu'à environ 1 mille du navire. Les Roméo ayant reçu l'autorisation d'ouvrir le feu, il ne restait plus qu'à déterminer quelle vedette cibler en premier. Sous le nez de l'appareil était installé le radar AN par PS-153V. Ce système radar est incroyablement avancé, avec des capacités bien au-delà de ce que la plupart des gens imaginent quand on parle de radar. Il avait déjà détecté les 4 vedettes à 42 km de distance, mais à cause de l'encombrement marin, provoqué par les vagues, la faune et même des navires lointains, il n'avait pas pu fournir de lecture précise immédiatement. À ce moment-là, le radar suivait 32 contacts distincts dans la zone, chacun représentant quelque chose dans l'eau, mais tous n'étaient pas des menaces. Le pilote, conscient de l'importance de la précision, passa rapidement le radar en mode impulsion étroite. Dans ce mode, le radar envoie des impulsions rapides d'énergie à des intervalles de seulement 0,5 à 1 microseconde,
ce qui lui permet d'éliminer les signaux parasites et d'obtenir des données plus claires et plus détaillées. Cela était crucial pour distinguer les véritables cibles du bruit environnemental, surtout dans une zone de combat où chaque seconde compte. Ce qui est particulièrement remarquable avec ce radar, c'est sa capacité à fonctionner dans le fouillis maritime, l'un des environnements les plus difficiles pour un système radar. Normalement, l'encombrement maritime disperse les ondes radar, rendant difficile le suivi d'objets plus petits comme des bateaux, mais l'AN par PS 153V est conçu pour contourner ce problème. Le système est également capable de changer de fréquence et d'utiliser des algorithmes avancés pour améliorer en continu la précision du ciblage. La polyvalence de ce radar lui permet d'être efficace dans des situations qui perturberaient un système classique. En mode impulsion étroite, le radar peut collecter des données précises non seulement sur la position du bateau, mais aussi sur sa vitesse, sa trajectoire et son profil, créant en quelque sorte une image numérique du mouvement de la cible. C'est ce qui permit au Romeo de s'ajuster et de verrouiller les bons bateaux. La capacité du radar à voir à travers le fouillis a été rendue possible grâce à sa très haute fréquence, qui fournit également des lectures plus détaillées sur les objets de petite taille. Une fois les données radar traitées, les Romeo purent survoler directement les vedettes Houthi et les cibler avec précision pour la prochaine phase de l'opération. Ce radar APS 153 est équipé d'une fonction intelligente appelée indicateur de cible mobile, MTI, qui fonctionne de manière assez ingénieuse. Lorsqu'une cible se déplace, le MTI exploite les décalages Doppler, le même effet que vous entendez quand une moto passe à toute vitesse près de vous. À mesure que la moto approche, le son change de hauteur, c'est l'effet Doppler. Le radar fait quelque chose de similaire avec les ondes radio. Quand une cible bouge, le radar capte ces changements subtils de fréquence et peut alors déterminer s'il s'agit d'un objet solide dans l'eau ou simplement d'une vague passagère. C'est presque comme si le radar avait des oreilles pour les ondes radio, à l'écoute du moindre changement de tonalité. Une fois le décalage détecté, le radar sait qu'il y a autre chose que de l'eau. Puis, le pilote passe à une technique appelée radar à ouverture synthétique inverse, ou ISAR, qui utilise les décalages Doppler pour créer une image haute résolution de la cible. Cette méthode est si précise que le radar peut produire une image en temps réel d'une cible en mouvement, permettant aux pilotes de confirmer exactement ce qu'ils ont dans leur viseur. Ce qui est impressionnant, c'est que ce n'est pas un simple système radar classique. Le radar ISAR offre des images si détaillées et nettes qu'il peut même faire la différence entre différents types de cibles sur l'eau. Les pilotes peuvent repérer un bateau à distance et confirmer s'il s'agit d'un navire militaire, ce qui est extrêmement précieux dans les opérations qui nécessitent une précision absolue. Cette technologie est capitale car elle fonctionne en temps réel et peut suivre des objets en mouvement sur de vastes distances, même par mauvais temps ou de nuit. Des systèmes radars comme celui-ci sont souvent utilisés dans les opérations militaires pour identifier et suivre des cibles à travers les océans. Un avantage crucial lorsqu'on ne peut pas toujours compter sur l'observation visuelle. Une fois la cible mobile confirmée grâce à toutes ces images détaillées, les pilotes peuvent verrouiller l'objectif et poursuivre leur mission en sachant exactement à quoi ils ont affaire. Chaque hélicoptère Seahawk était équipé de 2 puissantes mitrailleuses GAO-21 de calibre 50, une de chaque côté. Ces armes n'étaient pas là pour impressionner. Chacune pouvait tirer jusqu'à 1100 balles par minute. C'est un taux de feu stupéfiant qui ferait réfléchir n'importe quelle cible. Avec une portée maximale effective de 1850 mètres, ces mitrailleuses étaient conçues pour percer aussi bien les blindages épais que les coques fines des bateaux. Les balles utilisées étaient un mélange mortel de munitions perforantes incendiaires et de balles traçantes, spécialement conçues pour transpercer les cibles avec facilité et laisser une traînée enflammée derrière elles. Mais les choses ont vraiment basculé lorsque les Houthis, un groupe de petites vedettes offensives, ouvrirent le feu sur les hélicoptères à environ 640 mètres de distance. Les balles traçantes de leurs mitrailleuses PKM sifflèrent autour des Seahawks, certaines passant à moins de 15 mètres. C'était une énorme erreur de leur part. Les Seahawks, réactifs,
descendirent immédiatement à 45 mètres d'altitude, une manœuvre qui renversa totalement la situation. Il était temps de contre-attaquer. En plus de leur descente rapide, les Seahawks déployèrent une série de contre-mesures high-tech. Chaque hélicoptère lança 12 leurres thermiques MJU-68B et 24 paquets de paillettes radar RR-180 dans les airs. Et ce n'était pas pour le spectacle. Combinés, ces éléments créèrent un nuage de réflexion infrarouge et radar derrière les hélicoptères, brouillant les capteurs ennemis et rendant presque impossible pour les bateaux de verrouiller leurs cibles. Ces contre-mesures étaient cruciales pour éviter les missiles ennemis, et elles fonctionnèrent à la perfection. Lorsque l'équipage soupçonna les Houthis de s'apprêter à tirer un missile guidé par infrarouge, il n'hésita pas. Il lança immédiatement des leurres. Mais ce n'étaient pas de simples feux d'artifice. Ces leurres brûlaient à une température incroyable de 2200 degrés Celsius, assez chaud pour faire fondre de l'acier, et restaient allumés pendant presque 2,5 secondes. C'est largement suffisant pour tromper n'importe quel missile à guidage thermique, notamment les manpads tirés depuis l'épaule. Ces leurres sont fabriquées à partir de matériaux spéciaux comme le magnésium et le téflon, qui brûlent non seulement extrêmement fort, mais émettent également un rayonnement infrarouge qui trompe les capteurs de chaleur du missile en les attirant vers le leurre plutôt que vers l'appareil. Certains leurres modernes émettent même des impulsions à des fréquences spécifiques pour imiter la signature d'un moteur à réaction, ce qui les rend encore plus difficiles à ignorer. Même si aucun missile n'a été confirmé, les pilotes n'étaient pas prêts à risquer leur vie. Puis, à exactement 19 minutes avant 7 heures du matin, tout bascula. Le lancer 71, l'hélicoptère d'attaque principal, verrouilla la cible sur le bateau numéro 1. Le mitrailleur de porte lâcha 3 courtes rafales de tir de calibre 50. Et ce ne sont pas des balles ordinaires. Une balle de calibre 50 est aussi longue qu'une brosse à dents et peut traverser des blocs moteurs, du blindage léger, voire des murs en béton. Les balles transpercèrent le moteur du bateau comme du papier et frappèrent la cellule de carburant. En quelques secondes, le bateau explosa dans une boule de feu, projetant des fragments enflammés dans les airs comme un volcan. En 45 secondes, l'embarcation fut engloutie par la mer. Mais Lancer 71 n'en avait pas fini. Avant même que le premier bateau ne disparaisse sous les vagues, l'hélicoptère pivota à gauche et verrouilla le bateau numéro 2. Une brève rafale frappa directement le gouvernail, paralysant sa capacité à manœuvrer. Puis, pendant 3 secondes entières, le mitrailleur ouvrit de nouveau le feu, déversant un flot continu de plomb qui laissa le bateau tournant en rond, impuissant, dans l'eau. La situation évolua rapidement et violemment. À 18 minutes avant 7 heures, le bateau était fortement incliné, inondé, puis chavira. En quelques instants, les 2 hélicoptères se concentrèrent sur le 3e bateau. Celui-ci n'avait aucune chance. Il fut pris dans une attaque croisée avec les 2 hélicoptères tirant sans relâche. En quelques secondes, des dizaines de balles perforantes transpercèrent la coque, creusant des trous sous la ligne de flottaison. L'équipage essaya désespérément d'écoper l'eau, mais c'était une cause perdue. À 16 minutes avant 7 heures, le bateau avait coulé, disparu sous la surface. Les hélicoptères ne perdirent pas de temps. Ils passèrent immédiatement au bateau numéro 4. Mais l'équipage de celui-ci en avait vu assez. Après avoir observé leurs camarades envoyés par le fond, ils firent aussitôt demi-tour pour fuir. Ils prirent la direction du nord-ouest, laissant derrière eux une traînée de fumée pendant que d'autres balles touchaient encore leur embarcation. Malgré cela, les Seahawks ne les poursuivirent pas. Ils devaient rester concentrés sur le navire marchand qu'ils protégeaient. En moins de 7 minutes, les 2 hélicoptères avaient coulé 3 bateaux, tirant environ 1800 balles au total. Cela équivaut à un rythme d'environ 4 balles par seconde. Mais la riposte n'était pas terminée. Les Houthis allaient bientôt découvrir que leur attaque contre les forces américaines était loin d'être le dernier mot. Fait intéressant, des tactiques militaires comme celle-ci ne reposent pas toujours sur la force brute. Par exemple, les hélicoptères ne sont pas seulement utilisés pour leur puissance de feu, mais aussi pour leur mobilité et leur précision dans des scénarios de combat complexes.
Il est aussi important de noter que, dans ce type d'opération, l'utilisation de munitions perforantes est essentielle. Elles sont conçues pour percer des matériaux résistants comme l'acier ou d'autres surfaces durcies, parfaites pour stopper des bateaux ou des véhicules en mouvement. Le commandement central des États-Unis comprit rapidement que couler quelques vedettes Houthis ne suffirait pas. Il voulait que les Houthis sentent tout le poids de la réponse et qu'ils comprennent à quel point leur erreur allait leur coûter cher. Ainsi, moins de 8 heures après l'attaque initiale, la marine entra de nouveau en action. L'USS Gravely fut envoyée pour diriger l'opération. Mais cette fois, au lieu de viser plus de bateaux, ils s'attaquèrent aux yeux et oreilles des Houthis, leur station radar côtière. Ces sites radars sont essentiels pour les Houthis. Ils leur permettent de suivre les navires circulant en mer Rouge et de guider leurs drones explosifs et vedettes rapides vers des cibles de grande valeur, qu'elles soient civiles ou militaires. Équipé de son puissant canon naval Mark 45, modèle 4 de 5 pouces, le Gravely déclencha un véritable orage de feu. Il tira un total de 92 obus, chacun pesant environ 32 kg, capables d'exploser en plein air pour projeter des éclats sur une large zone. Ces obus avancés sont conçus pour infliger un impact maximal, aussi bien contre les personnes que contre les équipements. Ils peuvent voler à des vitesses supérieures à 2600 pieds par seconde, assez rapides pour parcourir un terrain de football en moins d'un dixième de seconde, et peuvent atteindre des cibles à plus de 14 km de distance, même lorsque le navire est en mouvement. Mais ce qui a rendu cette frappe si remarquable, c'est la manière dont elle a été exécutée, avec une fluidité et une audace impressionnantes. Le Gravely longeait la côte yéménite, frappant ses cibles avec une précision chirurgicale. Il n'a rencontré que peu, voire aucune résistance, démontrant à quel point la technologie navale américaine et l'entraînement de ses équipages sont avancés. Une à une, 3 grandes installations radars des Houthis furent détruites: Jabal al-Tahir, Al-Moka et Ras Issa. Au cours des 2 dernières semaines, les Houthis utilisaient secrètement plusieurs sites cachés pour surveiller les navires de la coalition qui traversaient la mer Rouge. Mais ce plan s'est rapidement effondré. Après une série de frappes ciblées, des drones américains ont confirmé que près de 60% du système de surveillance maritime des Houthis avait été anéanti. Leur capacité à suivre les navires fut gravement réduite, et la riposte ne s'est pas arrêtée là. Le 1er janvier 2025, les États-Unis lancèrent une nouvelle frappe puissante. 4 FA-18E Super Hornets de l'escadron VFA 131, décollant du porte-avions USS Eisenhower, furent envoyés avec une charge mortelle. Chacun était armé d'un missile AGM-154C Joint Standoff Weapon, ou JSO. Mais ces armes ne sont pas des missiles ordinaires. Chacune transporte une ogive de 227 kg, avec un noyau en métal en fusion capable de brûler à travers près de 4 mètres de béton armé, à une vitesse fulgurante de 14 km par seconde. C'est plus de 40 fois la vitesse du son. Leur cible, l'entrepôt de missiles d'Al-Duraihimi, un centre de stockage clé pour les armes technologiques des Houthis. À exactement 17 minutes avant 19 h, heure locale, les 4 missiles frappèrent le site de plein fouet, déclenchant d'énormes explosions secondaires. Ce n'étaient pas de simples feux d'artifice. Des communications radio interceptées chez les Houthis confirmèrent la destruction de 18 de leurs drones CASF, ainsi que de 4 missiles anti-navires Nour de technologie avancée, plusieurs systèmes de guidage, et surtout 2 conseillers militaires iraniens qui assistaient les Houthis, accompagnés de 12 de leurs opérateurs. Ce qui rend cette frappe différente, c'est le message qu'elle envoie. Il ne s'agissait plus seulement de légitime défense. Les États-Unis ont montré qu'ils étaient prêts à riposter avec force et à continuer de frapper même après que la menace immédiate soit passée, pour s'assurer que des groupes comme les Houthis y réfléchissent à 2 fois avant de lancer une autre attaque. Merci d'avoir regardé un nouvel épisode sur notre chaîne. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur la vidéo à l'écran pour découvrir d'autres contenus tout aussi spectaculaires.